Radio Rêve. La radio étudiante. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans Politiquement Incorrect, la 51e émission depuis que cette émission existe et le 11e numéro de la semaine, avec ce soir Marc. Bonsoir Marc. Bonsoir Nico. Avec ce soir Baptiste. Bonsoir Nico. Et Vincent. Bonsoir tout le monde. Et merci à vous d'être là et merci à nos chers auditeurs d'être toujours parmi nous et de continuer à supporter cette émission. Nous n'avons pas reçu de plainte vis-à-vis de l'émission de la semaine dernière. Quel C'est quand dommage. même relativement important à souligner. Je sais pas pourquoi j'ai pris le rythme d'Hugo en parlant dans cette phrase. C'est pas faux. Petit coucou à Hugo depuis l'Australie. Il ne peut pas nous entendre en ce moment. Que voulez-vous, l'Australie n'est pas aussi bien équipée en internet que nous a priori. Hein. Bon, voilà. Comme la semaine dernière, on va écouter dans quelques instants un petit extrait qui nous mettra en bouche sur le sujet de la semaine, sujet que nous avons présenté sur les réseaux sociaux et sur le site de Radio Rec, sur lesquels vous pouvez réagir. Au programme de ce soir, vie privée, vie publique. Où sont les limites, les frontières entre l'affaire François Hollande et l'affaire Schumacher? Vous savez que eh bien, la question s'est posée ces dernières semaines dans ces deux affaires. Et également, un retour sur les annonces de François Hollande lors de la conférence de presse de ce mardi 14 janvier qui a eu lieu. Et il sera intéressant de revenir sur cette conférence de presse. Tout de suite, on écoute la petite mise en bouche, notamment sur la conférence de presse de François Hollande, et on se retrouve juste après. Valérie Trierweiler est-elle toujours aujourd'hui première dame de France? Je vous remercie. Bonsoir. Il y a des semaines qui pèsent aussi lourd que des années et il vient d'en faire l'expérience. En quelques jours, il a pris, quoi qu'on en dise, un virage. Heureusement, diront les uns, encore des mots, diront les autres. En quelques jours, il a aussi été secoué, bousculé par l'irruption de sa vie privée sur la scène publique. En quelques jours, la France s'est interrogée, comme jamais peut-être, sur son président. Il avait annoncé qu'il serait normal. C'était il y a 2 ans, c'était une autre époque. Où va vraiment François Hollande? Et surtout, où va la France dans son sillage? Bienvenue dans ce numéro spécial des paroles et des actes. Qui suis-je, puisque vous me posez la question? J'avais dit que je restais socialiste. J'ai été élu avec l'appui du Parti socialiste, l'appui de la gauche. Et je suis devenu président tout en étant bien sûr fidèle à mes convictions. Suis-je un social-démocrate? Oui, au sens où ce pacte de responsabilité, qu'est-ce que c'est d'autre qu'une démarche de compromis social, donc social-démocrate? Je ne suis pas gagné par le libéralisme, c'est tout le contraire, puisque c'est l'État qui prend l'initiative et qui fait en sorte que nous puissions renforcer notre pacte productif. Est-ce que parce que je suis favorable à ce que l'offre soit plus compétitive, je n'aurais terminé avec mes exigences de redistribution, de justice? Mais pas le moins du monde. Parce que c'est parce que nous aurons une offre plus compétitive que nous aurons plus d'emplois. Voilà pour cette introduction et notamment quelques propos de François Hollande, ce qui permet également à ceux qui n'ont pas eu vent de cette conférence de presse de prendre un petit peu la mesure. Effectivement, elle était attendue. La question a été posée dès le début par le président de l'association des journalistes affiliés à l'Élysée. Et effectivement, cette première question qui a été posée, c'était sur la vie privée de François Hollande. Et c'est le début de notre émission ce soir. On va se concentrer un petit peu sur cette question entre vie privée et vie publique. Et je vous ai posé la question un petit peu au début, si vous aviez entendu parler de l'affaire Michael Schumacher. Effectivement, on passe de François Hollande à Michael Schumacher, c'est un petit peu ce qui nous a inspiré ce soir. Les deux sont liés par cette question vie privée, vie publique. Où est-ce que sont les frontières de cette vie privée et vie publique finalement, hein, qui forcément se chevauchent. Une première réaction sur Schumacher, où effectivement les journalistes se sont moqués d'eux-mêmes.
Je m'explique, ils se sont moqués d'eux-mêmes en étant présents devant l'hôpital et en montrant le nombre de quarts de reporters qu'il y avait, et justement en alimentant, c'était un cercle vicieux, c'est-à-dire qu'ils alimentaient leur propre boulot. Je te vois réagir, Vincent, une réaction justement à cette présence des journalistes en force devant l'hôpital, devant l'annonce du coma de Michael Schumacher après sa chute de ski, rappelons-le. C'est parce que c'est quelqu'un de connu, donc forcément ça va faire vendre du papier, disons. Mais bon, il n'y avait pas que lui, hein, il y avait pas mal de supporters aussi de l'équipe Ferrari. Chacun soutient ce qu'il veut. Hein. Mais à partir de là, c'est la démesure comme pour François Hollande. Enfin, c'est mon avis à moi, mais je trouve pas ça. En tant que personne connue, c'est normal qu'une partie de leur vie soit publiée dans les journaux, surtout quand ça a un caractère assez dramatique pour Michael Schumacher et assez. People, ouais, pour le président. Après, c'est encore parti trop loin, quoi. C'est qu'encore, justement, quand Hollande a fait sa conférence, la première question qu'on lui a posée, je crois, c'était justement sur cette affaire. C'était aussi pour l'éliminer. Je pense que c'était un choix éditorial de poser la question avant et de passer ensuite au sujet ouais, c'est pas bête, clairement ouais. politique. Donc, ouais. Et rappelons donc, parce que je l'ai pas rappelé, mais que pour François Hollande, il s'agit donc de l'affaire Gaillet, c'est-à-dire qu'il aurait trompé sa compagne Valérie Trierweiler, dite première dame de France, avec une actrice, ce qui a fait la une du magazine Closer et donc qui a alimenté une rumeur. J'ai vu que Raphaël qui vient de nous rejoindre. Bonsoir Raphaël. Bonsoir à tous. Vous voulez réagir? Ouais, bah si tu veux, moi il y a souvent les mêmes débats dans le milieu du foot par rapport à la popularité justement et après aux plaintes que ça peut engendrer. Je pense que de toute façon tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre à partir du moment où tu es une personne populaire, une personne de l'espace public qui est mise en avant tout le temps. Et tu profites parfois d'ailleurs de cette mise en avant pour exprimer tes idées, pour profiter financièrement, parce que il y a là pas du gain aussi. Les gens parlent de toi, ça te rapporte, tu donnes des interviews. Je pense que forcément après t'as des contre-coups. Tu peux pas. Schumacher, ça a été peut-être le plus grand champion de l'histoire de la Formule 1. Enfin, c'est malheureusement normal que quand il lui arrive quelque chose, bah ça. Si tu veux, tous les gens qui l'aimaient bien, ça les rend tristes. Les gens ont envie d'en parler, ils ont envie de le savoir, et voilà. Je suis d'accord. Après, ce que moi je dénonce, c'est le fait qu'après c'est arrivé il y a une dizaine de jours, 2 semaines, et ça fait même dès les premiers jours, son évolution à lui a pas trop bougé. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'à chaque bulletin, finalement, on nous annonçait la même chose. C'est ça, c'est toujours la même chose, et on continue à en faire des caisses. Donc je trouve ça normal qu'on annonce, surtout que comme je disais tout à l'heure, c'est dramatique. Après, je trouve pas ça normal que ça fasse l'ouverture de je sais pas combien de médias pendant une semaine, alors que la situation n'a absolument pas bougé, quoi. Finalement, une actualité en a chassé une autre avec d'autres. Ouais, voilà, depuis, ils en ont parlé pendant 10 jours, et puis d'un coup, il y a eu affaire, tout a dégagé, quoi. La famille qui a également demandé effectivement à ce que les journalistes désertent. C'est normal, parce que là, dans ce cas-là, c'est pas comme si c'était encore. Ils peuvent rester encore pendant 2 ans, quoi. Ouais, puis c'est pas comme s'il y a quelque chose à dire. Je veux dire, c'est que là, c'est un moment de recueillement. Je veux dire, il y a rien de plus à apporter, quoi. Baptiste. Oui, je suis plutôt d'accord avec ce que disait Raphaël notamment. Après, je suis jamais d'accord avec moi. J'ai pas trop fait attention, donc c'est pour ça. Je n'écoute même pas. Non. D'accord. Non, mais après, je voyais une légère différence après dans l'interprétation que peut-être Raphaël en faisait au niveau des 2 cas, parce que finalement après la famille, c'est vrai, c'est peut-être plein un petit peu au bout d'un certain temps du nombre de journalistes et qui avait autour de l'hôpital, et peut-être qu'il fallait faire autre chose, mais je pense on n'entend pas Michael Schumacher parce que déjà il ne peut pas, et donc enfin en l'occurrence du côté d'Hollande, c'est plutôt lui qui doit justifier du fait de sa vie privée, mais du côté de Schumacher, c'est plutôt, on va dire, les gens et la population qui dit qu'il n'a pas envie d'en entendre parler, et en l'occurrence dans un autre cas c'est plutôt on mettrait ça plutôt sur le compte de Hollande, alors que voilà, c'était un peu les 2 différences, et après pour revenir sur le fond, je pense que surtout ça questionne ça nous questionne au niveau de notre système de valeurs et au niveau de la place que prennent certaines choses, et notamment le fait qu'elles prennent le pas sur d'autres choses qui peuvent paraître plus importantes. Mais après, moi j'étais tout à fait d'accord donc avec ce que disait Raphaël, quand on peut pas vouloir le beurre et l'argent du beurre, et à un moment donné on peut pas, surtout ce qui est revenu, moi, de ce que j'ai entendu des gens, ce qui est revenu par rapport à Schumacher, c'est le fait qu'on en entend beaucoup parler, et que finalement voilà, on a d'autres choses à parler, et que quand il y a d'autres personnes qui sont dans le même cas, on n'en entend pas autant.
le fait est qu'on peut pas lui en vouloir à lui. Ah oui, c'est sûr on va pas suivre pendant 24 heures un kidam dans le coma à un hôpital qu'on connaît pas. Enfin, c'est normal. Oui, Schumacher, voilà. oui, et puis après, c'est normal que ce soit Schumacher et pas n'importe qui. Oui, puis après, normal, faut surtout pas amalgamer la personne et le système, quoi. À un moment donné, on peut pas. C'est pas lui qui l'a. Ah mais je pense qu'il a pas demandé ça. Ah, non. Et après, je suis pas sûr qu'il soit ravi, voilà, et qu'il ait demandé ça. Donc je pense qu'il faut pas faire l'amalgame sur les deux. Et après, juste pour revenir sur Hollande, pour finir, moi j'ai été plutôt. Nicolas Sarkozy avait répondu à peu près la même chose quand il avait eu des soucis avec Cécilia et tout à ce moment-là. Et moi je suis plutôt d'accord avec Hollande et avec ce qu'a dit François Hollande. Je pense qu'il a parfaitement répondu. Je trouve aussi qu'il a bien géré la situation. Tout à fait. Que par contre, juste qu'il clarifie, à la limite, moi, ce que j'aurais envie de lui demander, c'est qu'il clarifie la chose, non pas pour nous, mais surtout pour lui en fait, et que ça lui pèse le moins possible finalement, parce qu'on a besoin d'un président, même si qu'on pense qu'il fasse des bonnes ou des mauvaises choses, voilà, qui soit en plein dans ses fonctions et qui ne pâtisse pas de ses déboires privés, et que ça n'empêche pas le bon fonctionnement de l'État. Voilà, c'est juste ça. On va écouter Raphaël, puis Marc. Ouais, juste une petite réaction. Tu parlais de morale, justement, d'éthique, parce que c'est un peu ça notre question, c'est l'éthique journalistique, c'est à quel point on est prêt à suivre un événement qui peut paraître un peu froid et glauque pour faire du chiffre. Mais il faut savoir que dans les médias, de toute façon, que ce soit sur le net ou à la télé, la seule morale qui vaille, c'est celle du chiffre. C'est-à-dire que quand iTélé fait une édition spéciale de 2 heures sur Dieudonné, c'est parce qu'ils savent que ça va être regardé et que ça fait du chiffre. C'est pas parce que le journaliste trouve ça pertinent. C'est-à-dire que de toute façon, faut pas croire que c'est le mec sur le plateau tout seul qui choisit ses sujets et qui gère à lui seul la ligne éditoriale de la chaîne ou du journal. Donc de toute façon, c'est le même truc sur le web, c'est-à-dire qu'ils font des articles, voilà, je l'ai déjà expliqué, ils font des articles, ça buzz, ça va sur Google Actu, du coup les autres font pareil pour buzzer et pour avoir Google Actu aussi. Et à la télé, c'est la même chose, chacun veut la meilleure antenne, du coup ils font un peu la même chose que le voisin. Et du coup, on prive le téléspectateur ou l'auditeur d'une information plus élargie, d'une information globale sur ce qui se passe dans le monde. Ouais, ça, tu vois, ça je me méfie. Enfin, j'étais de ceux il y a quelques années qui critiquaient beaucoup le service public et notamment les JT parce que je trouve ça catastrophique le niveau d'information qu'on donne à tout le monde. Je pense que c'est pas comme ça que t'élèveras entre guillemets le niveau et que c'est pas en faisant un reportage sur le gratin dauphinois en Poitou-Charentes que ça va, tu vois. Et après les gens me disent mais faut pas que ce soit trop compliqué et tout. Mais moi je pense que justement c'est en parlant de sujets concrets que les gens vont commencer à s'intéresser aux choses concrètes. Et après, j'ai un peu retourné ma veste parce que je me rends compte à la télé, il y a quand même des chaînes, notamment Arte, où t'as un JT qui est très bien, où il parle de l'actualité internationale, nationale, où ça parle un peu de culture aussi. T'es pas obligé d'aller sur TF1 regarder Jean-Pierre Pernaut, par exemple, pour le JT, t'as le choix. Je veux dire, Arte, c'est une chaîne publique, tu peux y aller, c'est gratuit. D'accord, mais enfin majoritairement le niveau quand même reste assez bas. Tu parles d'Arte, mais c'est une des rares seules qui fait vraiment de la culture. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que le téléspectateur a le choix d'aller voir le JT sur Arte ou sur TF1. Ah oui, non, ça, je suis entièrement d'accord avec toi, mais le problème c'est que des JT de qualité, il y en a un paquet, des JT de bonne qualité, il y en a beaucoup moins, tu vois. Donc c'est pour ça que je critique un peu, quoi, c'est que... Vincent. Baptiste, pardon. Ouais, moi je suis aussi d'accord avec Raphaël, et quand je parlais justement, ça fait longtemps qu'on n'a pas été d'accord, non aussi. Ouais. C'est vrai. Non, parce que quand je parlais justement de nivellement de valeurs et tout ça, justement, enfin, je parlais du monde journalistique, mais aussi je parlais à nous-mêmes aussi, enfin, aux gens qui regardent la télé, parce que c'est vrai que on peut se plaindre aussi, c'est vrai, du travail journalistique et de sa valeur éthique et on va dire, de certaines de ses préférences et de ses lignes éditoriales. Mais nous aussi, on prend consciemment aussi et volontairement le fait pour certaines choses, et on décide de regarder certaines chaînes, sachant pertinemment aussi que toute la journée tourne parfois les mêmes choses, et on y retourne jour après jour. De toute façon, il n'y a pas de secret, s'ils le font, c'est que ça paye. Hein, finalement, les journalistes qui se représentent tous sur la place de l'hôpital, sur le parking de l'hôpital, et qui privent d'ailleurs les visiteurs d'avoir des places de parking pour aller voir leurs malades, c'est la traduction de notre
envie d'en savoir plus sur la santé de Schumacher, parce que si Bah, finalement ça fait audience, c'est qu'on regarde. Je pense qu'il crée l'envie. Après, reste à Ouais. déterminer qui crée l'envie, tu vois, qui l'œuf et de la poule, machin. Mais après, il y a forcément une part de la population que ça intéresse. Mais je pense qu'ils ont créé l'envie aussi de s'intéresser à ce sujet-là chez beaucoup de gens. Parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui suivent pas la Formule 1, qui savent juste Schumacher qui c'est de loin et qui voulaient pas spécialement avoir toutes les 2 heures une information, une actualité devant l'hôpital. Et puis je rajouterais que c'est vrai que voilà, si il est avéré que finalement avec ce genre de choses ils font de l'argent et ils vendent plus, à un moment donné aussi où certaines autres choses peuvent être financées, certaines autres expéditions et certaines autres informations peuvent être financées avec d'autres informations qui peuvent paraître peut-être moins pertinentes mais qui font justement de l'argent. Et ce que je demande justement à ces journaux grand public, que ce soit au niveau télévision ou au niveau presse écrite ou même aux sites les plus visités, c'est justement voilà de faire leurs chiffres, mais à partir à un moment donné du moment où ils font leurs chiffres, juste peut-être même si c'est pas en première page ou en début d'émission de journaux, peut-être juste après faire le boulot qui doit être fait d'autre part et sur les autres événements, et juste nous permettre de les voir. Et après c'est à nous aussi d'aller chercher un petit peu peut-être pas voilà les mettre sur le devant de la scène, en début de journaux ou en première page pour ne pas perdre tous ses clients et donc toutes les ressources qui peuvent être bonnes pour faire un vrai travail journalistique, mais au moins nous les faire partager au moins qu'on puisse les voir quelque part. Voilà, c'est juste ça. Ça, tu t'en rends d'autant compte quand tu commences, parce que moi avant, il y a une partie de ma vie quand même, pour l'instant une majeure partie de ma vie où je lisais pas les journaux, j'étais trop jeune, je faisais pas attention à ça. Et c'est à partir du moment où j'ai commencé à lire les quotidiens nationaux et internationaux que je me suis rendu compte qu'au JT on ne parlait de rien. Ouais, Et voilà. que sur 25 minutes de JT, t'as 4 minutes d'information pure et dure. Qu'après t'as du people, t'as de la culture, t'as du machin, t'as les mêmes reportages tous les ans sur le début des soldes, sur des trucs comme ça. Mais Tout à fait. Après, il y a juste un petit taux de débat, c'est vrai. Après, on peut apporter de la nuance, peut-être plus au niveau du service public, ou peut-être que le service public a une autre tâche à faire que voilà, ramasser de l'argent principalement et à servir ce qui est censé voilà nous être bénéfique, et finalement apporter une information qui est la plus plurielle possible et la plus finalement pertinente par rapport au plus grand nombre de questionnements que la population peut avoir, et finalement ne pas juste parler à un seul segment de la population française. Donc après voilà, il y a une nuance à faire au niveau du service public, mais c'est vrai que c'est toujours ce flou aussi entre le service public qui n'est là juste qui cette imagination d'un service public finalement qui n'a pas besoin d'argent et qui ne doit pas faire d'argent non plus pour faire ses investigations et faire ses journaux. Voilà, c'est quand même aussi une belle utopie, et je crois que service public ou pas, ils ont quand même besoin aussi à un moment donné de ressources. Tout à fait. Marc, des réactions à ce qui a été dit depuis quelques minutes maintenant? Là, ça fait beaucoup de choses qui ont été dites. Alors vas-y, structure ton propos. Je vais essayer de structurer. Je vais commencer par Schumacher. Bon, alors moi, pendant un temps, j'ai suivi tout ce qui était sport automobile, ce truc-là. Oui, c'est vrai qu'il est un grand passionné. Oui, non mais hormis cette question-là, c'est vrai que ce qui en est dit sur Schumacher est sûrement, tout ça est vrai. Je veux dire, c'est un grand champion. Je veux dire, quand je regardais ses courses, là, on était tous là en train de se dire que c'est quand même énorme d'être cette fois sacré champion du monde de F1. On n'avait jamais vu ça pour le coup. C'est vrai que c'est une très grosse performance. Après, bon, il n'y a pas eu de vrai champion. Après, Alonso n'a pas fait vraiment de truc, Massa aussi. Enfin bref, juste pour ça. Bon, par contre, ce qu'il faut rappeler, c'est que ça reste un symbole, et ça reste un symbole. Et maintenant, et on est dans cette ère, je pense, des symboles aujourd'hui. Et ça fait vendre. Je veux dire, c'est un peu ce que Kluskar appelait le capitalisme de la séduction. On fait vendre avec des symboles. Et malheureusement, c'est qu'aujourd'hui, son image va certainement être, comme pour les grands, on va dire, personnages de l'histoire, on va dire des sports ou autres, va être l'objet aussi d'un certain forme de marketing, c'est sûr, et je pense aussi que c'est ça qui va faire vendre. Et
le problème, ce qui me dérange un petit peu dans cette affaire-là, c'est tout ce qui est derrière cette affaire-là, c'est-à-dire de fait de faire toutes les investigations qui ont été faites juste parce que c'est Schumacher. Moi, je trouve ça un petit peu, c'est-à-dire qu'en même temps, On en aurait fait moins pour quelqu'un d'autre. Évidemment. Enfin, c'est Si les ça, accidents. si ça m'arrive demain, on en fait pas Bien autant. sûr, voilà, mais toutes les recherches qui ont été faites Normal. sur la caméra qu'il avait, Pour les assurances, notamment. sur tout ce qui était des balises, on a fait des investigations, on s'est dit, mais alors est-ce que c'est possible, est-ce que c'était bien balisé, est-ce que c'est de la faute du hors-piste ou pas, voilà, et ça me dérange, ça c'est le premier point qui me dérange vis-à-vis de Schumacher, c'est pas l'homme, mais voilà, comme tu disais Raph, c'est le système, en somme qui est un petit peu, injuste, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais c'est le premier point. Après, c'est vrai que sur ce qui a été dit sur le service public, je suis d'accord sur plusieurs choses. C'est-à-dire que le TF1 nous offre il y a rien. Il y a rien. Après, je pense que malheureusement, on fait en sorte que ça soit en corrélation avec le public. Genre le midi, c'est pas toute la population qui regarde le JT non plus. Je pense qu'il y a peut-être sociologiquement peut-être plus de personnes âgées, on va peut-être pas mettre on met des trucs qui Non, et puis le journal du midi quand même dure 45 minutes, Oui. on peut pas faire Et 45 puis minutes TF1 pour le d'information. coup c'est le service privé, hein, c'est pas le service public. Bien Oui, sûr. oui, pardon. C'est le contre-exemple. Je voulais dire, on va dire Ah TF1, oui, on va dire TF1, on va dire Marc est les, sur, les JT, je connais pas trop, mais je trouve qu'on n'a pas oui, une information. remarquons qu'effectivement les deux JT de TF1 et de France Et 2 moi sont du coup je quasiment les mêmes. comprends plus que TF1 fasse ça pour l'audience plutôt que le service public, à la limite. Tu vois. Mais oui, non, mais c'est vrai, mais je trouve que je pense qu'il y a une explication après sociologique là-dedans, c'est que il s'adapte au public, et je me dis peut-être qu'il ne parle pas de plusieurs choses, dans le sens où des trucs importants qu'on peut voir des choses importantes qu'on peut voir dans Le Monde, qu'on peut voir dans d'autres journaux, voilà, on va dire Le Monde en règle générale. Peut-être pour ça aussi qu'il y a un petit peu Le problème finalement, Mais- c'est de surfer sur l'idée d'un journal télévisé qui fait vendre Mm. pour faire passer finalement des choses qui ne relèvent pas d'un journal télévisé, mais des programmes de société qui existent, notamment sur, je donne un exemple, France 3, à cette heure-là, diffuse un magazine Météo à la carte, qui est un magazine de météo et de cuisine et d'art de vivre, disons, ce que fait finalement TF1 en face sous l'intitulé JT. Oui, non, mais là jusqu'à là, on est. Non, mais c'est bien ce que tu voulais dire. Oui, non, c'est tout à fait ça. Mais ce qui est vraiment dérangeant, c'est que soit on explique ça par le fait que justement il y a d'autres médias alternatifs ou d'autres presses qui peuvent expliquer d'autres choses, donc on n'est peut-être pas obligé de tout mettre sur les journaux télévisés, le 20h, les trucs les plus regardés, on va dire. Ou soit l'autre explication, c'est que on fait vraiment des trucs vraiment très bateaux, parce que quand on voit qu'on arrive à faire des unes, même moi je suis Dieudonné, mais quand je vois qu'on en fait tout un système, quand on voit toutes des émissions là-dessus, qu'on invite des émissions qui même mots croisés, qui est censé être un truc où Calvi généralement il fait pas des trucs trop mauvais, notamment assez derrière, on voit des systèmes où c'est limite c'est très dérangeant. Et juste là je termine pour ce qui est de Trierweiler, c'est-à-dire qu'on a le parallèle avec Schumacher et de quoi l'affaire. Oui, ils sont à trois dans ça l'affaire. concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde, mais on a plutôt une personne qui est devenue un symbole dans le cas de Schumacher. Et là après, le président c'est quand même c'est quelqu'un de politique. Donc est-ce qu'il y a besoin de savoir ce que notre représentant finalement est censé représenter ou c'est qu'il fait? J'en suis pas certain, mais ça pose la question aussi là, et on pourra peut-être en parler, ça pose la question de la première dame aussi, c'est-à-dire que sous l'ère de Gaulle, on la voyait jamais. Oui, finalement le président et sa compagne ou sa femme, quelle place donner elle a pris au plus duo de place, elle a pris et plus de à la place vie avec privée, l'histoire, finalement. parce que voilà, comme je dis avec Madame de Gaulle, on la voyait quasiment jamais, ou sauf dans les réunions, dans les repas, elle était toujours là. Et puis là, le tournant, c'est Madame Mitterrand qui a commencé, tout en ne prenant pas un rôle politique, mais il y avait les associations, elle s'ingérait un petit peu dans et le puis jeu. la présence au sein de l'Élysée Voilà. finalement. Oui, aussi. Et qui rappelle peut-être aussi une y a un certaine changement. forme de monarchie, enfin de Je sais traitement pas, mais familial. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais non, mais pour Pour avoir vu des reportages, non, mais pour avoir vu d'accord. des reportages où on voit la première dame de France au sein de l'Élysée où elle est bichonnée, etc. Oui. Enfin, je veux dire, Non, mais c'est quelque c'est chose une évolution. qui- Moi, C'est une évolution. alors que moi, je m'en fous de la première dame de France. Ah oui, non, mais c'est ça, pas mais elle tout qui le est- monde, tout c'est le pas elle monde. qui est élue. Je veux dire, moi, il Tout le peut monde. être célibataire, le président, ça me dérange pas du tout. Baptiste souhaitait Tout à fait, réagir. oui. Et puis juste pour réagir à ce que disait que je viens de Nico, dire. en plus, je veux dire, ça a évolué aussi par l'évolution des médias et des techniques. Je veux dire, avant, peut-être qu'on n'en faisait pas autant parce que voilà. Parce qu'à un moment donné où finalement il n'y avait pas autant de caméras, il Il y avait pas les mêmes relations aussi du politiques au vendre son papier. Il y a une évolution technologique, mais ce que je veux dire, voilà, c'est que finalement
le fait que, voilà, pour revenir sur la symbolique, le fait symbolique, tout ça, ça existera toujours. Ça a toujours existé et je pense que ça existera toujours. C'est indestructible. C'est qu'à un moment donné où les gens s'identifient à certaines personnes, aussi les personnes les plus on va dire voilà les plus connues de la société, peu importe même les domaines. Il y a un moment donné où c'est sûrement pervers, mais les gens apprécient de connaître un petit peu de fouiller dans la vie privée des gens les plus connus. Et je crois que Ceux qui décident pour qui n'a jamais tapé sur internet Oui. des choses stupides peut-être, mais n'est jamais allé chercher des choses qui ne peuvent paraître complètement inintéressantes. Je crois que c'est se mentir à nous-mêmes que dire que voilà à un moment donné, d'accord, peut-être qu'on en fait tout un plat, mais c'est se mentir à nous-mêmes que de fait que ça n'intéresse personne. Non, des fois, non, mais ça ça intéresse, mais il y a un entre-deux, c'est ça. bien sûr, Mais, voilà. mais le C'est symbolisme développé. a changé dans l'histoire. Avant, je pense que on était dans un symbolisme très intérieur, et maintenant c'est devenu le symbolisme très. Enfin, j'appelle ça, je sais pas si on peut dire que c'est vulgaire, mais dans le sens où c'est projeté de l'information, projeté voilà, un petit peu de la séduction, et ça fait vendre. C'est ça qui est dérangeant, c'est que le symbolisme aujourd'hui n'est pas celui qu'il était avant. Alors je dis pas que c'était mieux avant, mais je dis juste que ça a changé, et c'est ça qui peut paraître aussi dérangeant, parce que si on fait je pense que si on fait tout voilà, espèce de micmac de communication sur Schumacher, derrière, il y a quand même l'enjeu, voilà, je suis sûr que je suis persuadé que si on regardait les courbes de produits qui se référaient à Schumacher, je suis sûr qu'il y a une augmentation, c'est évident. Alors finalement, le problème, c'est d'en faire trop, parce que l'information comme quoi un grand sportif, ancien sportif, mais encore, enfin, il fait du sport, une icône comme Schumacher qui quand même intéresse du monde, de parler de l'histoire de Julie Gaillet et de l'hospitalisation de Valérie Trierweiler, ce sont des informations quelque part sur des personnalités connues, reconnues en France en particulier et dans le monde. Et finalement, ce sont des informations. Est-ce que le problème, ce n'est pas d'en faire trop? Vous l'avez soulevé d'ailleurs. Et finalement, ce sont des informations à la base, mais elles ne justifient pas des éditions spéciales, l'envoi de dizaines d'envoyés spéciaux sur place, Même et les journalistes le traitement. étrangers, si on ça est, on intéresse intrinsèquement. Et C'est faut pas ça, voilà. et à partir du moment donné du moment où finalement un problème comme celui-là est finalement indémontable et indestructible, où finalement voilà cet aspect un petit peu dialectique, un peu trop médiatique, pas médiatique par rapport enfin je veux dire voilà, c'est juste de trouver un juste milieu tout simplement, parce que ce genre de problème il est de toujours on s'intéressera plus aux gens qui sont connus, et on voudra en savoir plus sur eux. De tout temps, ça s'est trouvé et ça se trouvera. Après, voilà, c'est uniquement trouver un juste milieu. Et moi, de mon opinion personnelle, je pense qu'en France, au niveau de la presse, je prends la presse en général et de tout ce qu'elle représente au niveau télévision, presse écrite, internet, tout ça. Je pense qu'on n'est pas très mal loti non plus, quoi. Si Il y a on pire, veut vraiment tu vas aller en chercher, Angleterre, tu vas comprendre si on la peut douleur. vraiment aller, si voilà, il y a un moment donné où dans la population on entend piailler et critiquer à tout va, mais à un moment donné il y a des gens qui ne vont pas voir les sites ou les chaînes. On parlait même du service public, mais je suis pas sûr. Mais est-ce que Arte est par exemple service public ou pas? Bah oui, c'est. Mais il me semble que oui. Par exemple, une chaîne comme Arte, même Arte si est détenue en Non, mais quoi particulier qu'il en par, soit, ça reste quand même. On s'est peut-être mal compris sur le terme de service public, mais enfin pour moi, si tu veux, c'est. Je pars du. Moi, j'étais pas contre. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'englobe. C'est pas le service public, c'est pas le terme adéquat, mais j'englobe toutes les chaînes auxquelles tout le monde peut accéder sans être abonné au câble, sans être abonné à Canal+. Moi, je tu le vois. demandais en toute honnêteté. Je demandais juste, c'était vraiment une question, pour savoir, parce que par exemple, une chaîne comme Arte, même si là, ceux qui sont, bon, je voulais dire, ceux qui sont pointus vont vous dire, c'est pas des débats qui sont exceptionnels, mais bon, ça reste quand même, si on veut vraiment, ça reste acceptable. Ça permet une ouverture experts qui parlent, par culturelle. exemple, Marc parlait de l'émission du Calvi, ça reste des gens très compétents. Je veux dire, si on veut vraiment des bonnes informations, je pense qu'en France, on peut les trouver. Et puis je voulais dire autre chose, mais je l'ai perdu de vue. Donc voilà. Mais non, mais c'est vrai que l'émission, là, on parlait d'Yves Calvi, comme ça, je laisse à Baptiste le temps de retrouver ce qu'il voulait peut-être pas dire. Mais c'est vrai que l'émission de Yves Calvi, donc c'est dans l'air, jouit quand même un assez grand succès, et ça se comprend. C'est-à-dire que des sujets qui peuvent paraître très compliqués, on fait venir non pas des politiques, mais des spécialistes. Déjà, il n'y a pas d'engueulade et on peut comprendre un petit peu ce que les gens veulent dire. Et puis, ils font ça simplement. Et s'il y a des termes qui peuvent paraître un petit peu abscons pour la plupart des gens, bah, au moins, on a une explication, on a un débat. Puis ça varie
pareil du tout au tout, c'est-à-dire qu'on peut passer des trucs très journalistiques à justement l'affaire du président avec Gaillet, et on peut passer des trucs très importants aux crises économiques, aux crises du Moyen-Orient. Il y a des gens très compétents qui viennent. C'est-à-dire que c'est vrai que sur ces donneurs, on a quand même des choses assez remarquables d'un point de vue de l'information. Et d'ailleurs, voilà, tous ceux qui sont invités, voilà, CNRS, Iris, enfin, c'est quand même des pointures, et ils font venir voilà des gens de plusieurs zones géographiques, même des Anglais qui viennent des fois relater comment les Anglais voient la France de l'Angleterre. Enfin, voilà, je trouve qu'on a quand même quelque chose de relativement important. Mais le problème, et on en revient aussi au problème de la culture, c'est que est-ce que ça fait suffisamment vendre une émission comme l'émission de Tadei? Avant, elle était relativement tôt dans le soir. On a vu que l'audience n'était plus celle qu'elle était avant. Alors peut-être que c'est l'émission qui a peut-être changé. Moi, j'ai pas vu vraiment de grands changements. Mais l'audience n'était pas très bonne. On a voulu soit la supprimer et finalement la déplacer beaucoup plus tard, vers les coups de 23h, me semble-t-il. Et même maintenant, je sais même plus si elle existe. Je sais même plus. Si, l'émission de Frédéric Tadei est passée de France 3 à France 2. Elle était quotidienne pendant quelques années, enfin quotidienne, 4 jours par semaine. Oui. Pendant quelques années sur France 3, elle est ensuite passée hebdomadaire sur France 3, puis le vendredi soir sur France 2, c'est ça, sur un créneau. Donc elle existe toujours, mais les gens, en l'audience n'est plus là aussi. Alors est-ce que l'audience n'est plus là parce que justement les gens n'ont plus envie de s'intéresser à des sujets comme tels, ou soit parce que justement on est tellement dans l'information de masse qu'on veut des trucs qui paraissent voilà, quelque chose qui proche du sens commun, des trucs qui font vendre, je sais pas. Peut-être qu'on a été aussi d'un côté influencé par l'information, peut-être. Elle est aussi positionnée le vendredi soir face à d'autres programmes, notamment où la concurrence doit être plus importante. Hein. Je sais pas, mais je sais pas sur cette question-là, mais en tout cas l'audience est beaucoup plus faible, et c'est peut-être pas anodin de mettre cette émission juste à côté des émissions qui vaut beaucoup plus, parce que je pense qu'au final elle va disparaître. Et c'est terrible parce qu'il invitait des gens qui avaient un esprit assez critique. Il laissait le temps de parole. Il laissait le temps de parole surtout. Baptiste. Ouais, ça va dans le sens de Marc, et je pense dans le sens finalement de ce que je vois de tout le monde. On est plutôt tous assez d'accord, et donc c'est bien aussi. Finalement, voilà, dans un système démocratique qui se revendique comme tel, je pense qu'à un moment donné, on laisse parler et on laisse entendre la pluralité des opinions, et on veut donc essayer aussi d'impacter sur celle-ci et d'essayer de satisfaire cette pluralité d'opinions. Et je pense qu'il est très difficile, dans un système pareil, de satisfaire pleinement et au maximum les personnes. Et il est impossible pleinement de satisfaire toutes les personnes également avec une telle population. Mais au-delà, je pense que même qui n'a jamais entendu en mangeant, je sais pas où, mais moi par exemple des anecdotes en mangeant le soir, en regardant le journal, qui n'a jamais entendu quelqu'un zapper par exemple des choses importantes qui se passent dans le monde ou même en France, parce que finalement il en avait marre d'entendre des choses qui étaient plutôt négatives, tristes, et qui lui a rappelé et qui lui rappelle qui en finissant le travail, beaucoup de gens n'ont pas envie non plus d'entendre des choses très sérieuses, des choses. Ce que je veux dire par là, c'est que en fait finalement il y a pas une clientèle. Il n'y a pas juste une clientèle en France qui consomme qui veut la même chose, mais dans ses journaux. Et je pense que même donc voilà, il y a une pluralité d'opinions et une pluralité de pensées, et même au niveau des personnes, il y a des contradictions. Il y a parfois des gens qui justement se plaignent qu'on parle trop de Schumacher ou de Hollande, mais à un certain moment, ils vont vous dire ils vont apprendre que 10 ans plus tard, on n'a pas parlé d'un certain problème qui s'était passé dans la vie privée d'un président ou d'autre chose, et ils vont vous dire on n'en avait pas entendu parler, c'est quand même important, ça touche le président, tout ça, machin. Il y a un moment donné où les gens sont en contradiction avec eux-mêmes, les pensées, les opinions de toutes les personnes sont en contradiction dans un système pareil, et il est difficile de satisfaire tout le monde. Ce que je veux dire juste pour conclure, c'est que je pense que comme je l'ai dit, on n'est pas forcément à plaindre en France, je pense. Voilà, et puis tu rappelles effectivement que la télévision, comme la radio, l'internet et tout l'ensemble des médias, finalement, c'est à la fois un lieu d'information, mais aussi un lieu de divertissement. Exactement. Et qu'il faut savoir faire la part entre les deux. Exactement. Raphaël souhaitait réagir. Ouais, déjà je pense qu'il faut dissocier on peut faire des comparaisons, mais je pense qu'il faut dissocier le cas Hollande du cas Schumacher. Bien sûr, oui. Schumacher, ça reste un sportif de haut niveau. Hollande, c'est le numéro 1 de l'État, donc forcément, oui, Hollande, ça m'étonne moins qu'on en parle autant.
même si ça prend quand même une place, on l'a vu à la conférence de presse, qui est censée être la crème de la crème de l'intervention journalistique et du débat. Pour moi, c'était quand même assez un peu trop omniprésent. Oui, C'est quoi la question La question de Hollande, du Gaillet, Trierweiler. Elle À a la pas conférence, raconté et même sur Twitter, tout le monde ne parlait absolument que de ça. Moi, justement, par rapport à la conférence, j'avais une question à ceux qui l'ont regardé, parce que finalement, j'ai regardé juste un petit peu la fin. Et est-ce que justement cette question-là a été omniprésente? Parce que j'avais pas l'impression, déjà, moi, justement. Après, j'avais Nicolas va l'impression dire que c'est une finalement- stratégie, mais Et finalement, qu'il a pris certains n'ont pas insisté. Non, mais heureusement, mais certains n'ont pas Non, mais je veux insisté dire, parce là, que tu dis qu'il a été dès omniprésent. la première question, il l'a balayé d'un revers en disant qu'il en parlerait pas aujourd'hui. Il y a eu quand même une deuxième fois où un journaliste a essayé d'aller gratter quelque chose et Hollande, une nouvelle fois, lui a balancé un revers longue ligne. Ils ont commencé à comprendre qu'il fallait peut-être pas insister. Non, mais que ça servait à rien, de toute façon, il allait pas y répondre. Et puis, Marc. en fait, dans la stratégie de demander ou non et d'avoir des réponses ou non dans le cas de Gaillet Hollande, il y a aussi ce paradoxe. On a l'impression d'avoir une classe journalistique divisée entre les gens qui pensent justement que la première dame de France a une importance telle, on en revient un petit peu au symbolisme qui a nettement changé. Et il y a ceux, au contraire, qui n'ont rien à faire du symbolisme, mais qui ont envie de savoir les turpitudes qui peuvent se passer dans le couple. Voilà, on a vraiment, je trouve, cette distinction aujourd'hui qui est terrible, c'est que on a beaucoup plus de gens qui demandent de connaître un petit peu la vie, alors que ça se trouve eux-mêmes ceux qui demandent sont aussi pareils, c'est-à-dire que ça se trouve eux aussi ils vont dans les hôtels parisiens le soir, machin. Personne n'est parfait et sûrement qu'il y a ça, mais je pense que après on est pour, on est contre, la société a évolué. La première dame de France ne veut plus rien dire aujourd'hui. Elle n'a pas le même rôle, symbolique. J'en reviens à ça qu'elle avait à l'avant. Mais ce qui est dégueulasse, c'est de se cacher derrière une façade genre de symbolisme pour en fait juste connaître des réalités qui sont celles de la vie sexuelle du président, la vie des relations avec les filles du président. Il faut arrêter de se mentir un petit peu. Aucun des journalistes aujourd'hui n'a envie de savoir ça. Ou alors ils sont rares, je pense. Non, et puis tu parles de symbole, et effectivement, l'idée de la première dame de France, ou en tout cas de Valérie Trierweiler, est le symbole même, effectivement, de l'idée de symbole à travers la femme du président. Est-ce qu'elle est journaliste? Est-ce qu'elle est femme de président? Est-ce qu'elle cumule? Comment est-ce que ça se C'était comme passe? avec Carla Bruni, oui, est-ce qu'elle est musicienne ou est-ce qu'elle est femme du président? Quand Valérie Trierweiler est sur un terrain diplomatique, on va dire, elle n'est pas là en tant que journaliste, elle est là en tant que femme du président de la République française. Lorsqu'elle est invitée par Barack Obama, il en est de même, c'est parce qu'elle est la femme du président qu'elle est invitée. Mais parce que là-bas, ils ont un rapport très différent là. De Michelle Obama, elle a pas du tout le même statut. On vit dans ce monde, Raphaël, non? Ouais, mais tu vois, je pense que c'est pas la même culture. Michelle Obama, tu la vois beaucoup sur les plateaux télé, faire le show, participer à tout ce lissement de l'image de la famille Obama. Alors que personnellement, on n'a jamais vu Trierweiler sur un plateau télé en train de rigoler, de chanter ou de faire quoi que ce soit. Après, moi je pense que Baptiste, par rapport à ce qu'il disait, alors effectivement que certains en rentrant du taf ont pas envie d'avoir des trucs sérieux tout le temps, toute la journée jusqu'à 23h. Mais d'autres ont envie, hein. Mais dans ce cas-là, faut pas appeler ça un journal télévisé. Parce que c'est pas un journal. Un journal télévisé, c'est quoi? C'est censé être ce que tu retrouves dans le journal, mais retransmis avec l'image et un mec qui te le présente. Il y a c'est la absolument notion pas le cas. d'information et de Voilà, mission d'information. c'est absolument pas le du cas. média. On retrouve absolument pas les mêmes choses dans le journal qu'à la télévision. Et D'accord. c'est là que je pense qu'il y a un problème de typologie. Non, et de mais choix après, du tu mot. peux obligé, tu peux pas retrouver à partir du moment là, où qu'ils le l'équipe lisent, hein. éditoriale ou l'équipe de la rédaction n'est pas la même, tu peux pas, c'est obligatoire que. Mais bien sûr, pas non, la mais même je joue chose. pas sur les mots, je te parle de fond plutôt et de. Non, mais je joue pas sur les mots. infos, mais ça reste les mêmes, ils Non, mais peuvent je- faire leur sujet. et, Je joue pas sur les mots, mais en même temps, quand tu regardes les journaux, les différents journaux télévisés en France, que ce soit sur la 1, la 2 ou la 3, à part la 3 ou quand c'est le moment régional, mais finalement, à part sur la fin, où justement, à la limite, Pernod va diverger avec d'autres sujets plus terre à terre, mais ou qui nous regardent qui sont plus ancrés dans les profondeurs de la France, j'ai envie de dire, mais finalement c'est à peu près les mêmes choses, donc je veux dire, ça diffère pas vraiment beaucoup, donc je pense que et puis un journal, c'est à un moment donné où il y a certaines chaînes ont leur petite spécialité, certaines chaînes ont leur journaliste adepte de certains sujets. C'est vrai que
un moment donné, bon, et puis il y a des journaux sportifs, il y a des Oui. journaux, voilà, il y a d'autres. Et puis je trouve, puis je sais pas, mais j'ai l'impression, enfin moi je aussi, pour moi c'est comme ça, mais je trouve que dans la télé on est vraiment dans la très grande vulgarisation, où vraiment, alors soit on tutoie le sujet, soit on en fait une émission entière en invitant des spécialistes, je vais y arriver, des pseudo spécialistes. La plupart des journaux sont mauvais, même quand on voit iTélé, bon, le but c'est d'avoir de l'information continue, c'est réussi, mais à quel niveau on a l'information? Bon, quand on regarde, quand on lit Le Monde, ou quand on lit voilà les différents, l'Express ou Libération ou le Monde diplomatique, bon, on a le droit d'être d'accord ou pas être d'accord, mais il y a quelque chose qui est affirmé, Même le il y a Figaro, oui, même le Figaro, mais il y a quelque chose qui est expliqué, il y a quelque chose qui est démontré, il y a une analyse, on a le droit de pas être d'accord, mais il y a quelque chose derrière. Là, ici, quand j'écoutais des fois les spécialistes de iTélé, Dominique Ravanello ou autres qui parlaient de l'Afrique, en fait, maintenant, ils font des classes maintenant, responsable du chef politique, de machin, responsable du pôle Afrique d'iTélé. Quand on voit ces trucs-là, on se dit il y a un problème. C'est-à-dire que soit on est vraiment dans l'information où il faut la cracher, parce que en quoi Dominique Ravanello, quand tu nous expliques les crises en Afrique, il explique rien, ce mec. Il ment au public. C'est-à-dire que tous ceux qui écoutent ça, c'est pour ça qu'aujourd'hui on a une très grande vulgarisation qui fait que les gens, connaissent le sujet, mais un petit peu. Je parle vraiment que dans le cas de l'Afrique, je connais pas les autres sujets, mais quand j'écoute voilà les rubriques avec, il dit absolument n'importe quoi. Et il a fait une école, enfin il a dû faire une école de journalisme ou je sais pas quoi, ou peut-être qu'il a fait un doctorat, j'en sais rien, mais il dit vraiment n'importe quoi. Et c'est ça l'intérêt de regarder. Tout est dans l'image, il y a beaucoup de faux semblants. On colle des étiquettes avec des grands mots pour faire beau. Mais voilà, mais c'est dans l'air. Ce sont des spécialistes. On accepte ou pas la spécialisation, c'est une question. Mais il y a des spécialistes. Quand on voit iTélé, bon, restez dans l'information, citez ce qui s'est passé, n'expliquez rien parce que vous expliquez n'importe quoi. Vous expliquez n'importe quoi. Donc l'image de spécialiste qui effectivement colle bien à une chaîne d'information, et c'est aussi pour ça effectivement. Ça c'est particulièrement vrai pour. Pardon, excuse-moi. C'est particulièrement vrai pour BFM TV et pour iTélé, voilà. De chaînes d'infos. Les deux médias qui c'est sont vraiment en concurrence. on voit que c'est exactement ce que tu dis, quoi. C'est que on invite des gens pas parce qu'ils sont qualifiés, mais parce qu'ils ont une image qui rend mieux. Avec tu mets quelqu'un comme Alain Finkielkraut qui parle bien, voire BHL qui a une certaine tchatch, ça va passer, tu vois. Bon, BHL il est cramé, mais t'as une certaine tchatch qui passe mieux, alors qu'au fond ces mecs-là sont pas qualifiés pour parler de ça, tu vois. Donc c'est vrai que c'est l'image de ce qui va te rendre, c'est à chaud, la télé c'est vraiment à chaud et il y a plus de place pour la réflexion sur le long terme, quoi. Merci beaucoup en tout cas. Donc nous avons consacré cette première partie au cas effectivement entre vie privée et vie publique, et on va passer à la suite finalement de la conférence de presse de François Hollande. On a vu ici les deux, le cas Schumacher et le cas Hollande qui ont alimenté l'actualité ces derniers temps. Et pour continuer sur François Hollande, effectivement, il a fait plusieurs annonces durant sa conférence. Alors les avis sont partagés entre des sondages d'opinion qui toujours les mêmes évidemment, mais qui donnent effectivement une image que les Français ne sont pas convaincus de Hollande, et le monde des médias qui finalement commence à dire son côté convaincu, notamment la droite qui est plutôt gênée que François Hollande fasse des propositions qui s'approchent de celles que faisait Nicolas Sarkozy, évidemment. Donc voilà, il y a toute une gêne, il y a eu tout plein de sujets sur cette campagne. Alors différentes annonces, notamment sur le pacte de responsabilité des entreprises. Marc, tu veux nous en dire peut-être quelques mots très rapidement, si tu visualises un petit peu le... Ouais, je visualise un petit peu. Je sais que c'est une baisse des charges des entreprises, qui sera les charges familiales, voilà, qui ne sera plus pris en charge par les entreprises, mais alors par qui justement? Ça sera par l'État, je crois que tu me disais. Alors 5,25, oui, alors selon Le Monde, puisqu'on citait tout à l'heure Le Monde, 5,25% du salaire. Laurence Parisot a fait un tweet, je le relais, fin des cotisations d'ici 2017, enfin. Donc quand je vous disais qu'effectivement on se rapproche des idées, disons, libérales et de droite et du patronat, effectivement, Laurence Parisot, ancienne présidente du MEDEF, a l'air satisfaite de la proposition d'Hollande, qui est effectivement de baisser les charges patronales sur les cotisations, de baisser les cotisations familiales, c'est-à-dire que jusqu'à présent, c'est bien les entreprises, la part patronale, qui payent les cotisations sociales familiales destinées à la politique familiale menée en France. C'était donc les entreprises jusqu'à présent qui assumaient cette part. Il est question de supprimer cette participation de la part des entreprises, et forcément, sans doute, qui fait débat, ouais. Voilà, et forcément sans doute qui peut la payer si ce n'est pas les entreprises? C'est les impôts. Ce sont forcément les particuliers, donc les impôts, alors que ce soit sous forme de baisse des dépenses déjà existantes, ou que ce soit avec la création de nouvelles ressources qui seront forcément des ressources payées, si ce n'est pas par les entreprises, ou en tout cas sous la forme actuelle, d'une autre manière. Voilà. Marc, un avis sur cette façon de procéder?
Oui, oui, non, mais bon, je vais pas reciter ce qu'on, bon, pour une fois, ils disent pas que des bêtises, mais bon, voilà, on est dans une forme de voie de Oui, social-démocratie. il n'y avait pas spécialement de cohérence à ce que ce soit les entreprises qui payent pour la politique familiale, qu'elles payent pour les accidents du travail. Je crois qu'on en avait déjà parlé Non, d'ailleurs. non, mais Mais, je juge pas voilà, qui me paraît, je pense, enfin, je suis pas économiste, voilà, Oui, non. je ne connais pas ces, mais je pense que dans le fait, c'est bien. Bon, je sais pas si ça va faire que les entreprises vont plus rester en France ou moins des gens, je ne sais pas, je pense pas, mais bon, au moins, bon, Oui, c'est, ni qu'il ouais. va y avoir Mais- spécialement une création d'emplois, par exemple. Oui, voilà. Puisque c'est le but recherché. Oui, on sait bien le chômage sait- aujourd'hui. On sait pas vraiment. Mais ce qui est marrant, c'est que bon, au final, on voit très bien aujourd'hui, c'est ça qui est, c'est terrible pour ceux qui y croyaient encore, c'est que là, c'est bon, le socialisme est officiellement mort. Les socialismes n'existent plus. Voilà, c'est une social-démocratie qui fait du sociétal. Tu vois, il n'y a plus de réforme. Mais est-ce qu'on peut pas considérer ça peut-être comme, je pose la question, hein, bon, les autres répondront ensuite, mais comme une sorte d'avancée? Est-ce que le socialisme c'était pas un peu ringard? Non, non, mais- J'entends dans son idée de base, hein, J'entends, pas, non, pas le bien sûr. socialisme. Non, ce que je veux te dire, c'est que c'est certes une évolution, qu'elle soit, qui va sûrement avec son temps, parce que bon, évidemment, la classe populaire n'existe plus, donc on peut pas vraiment être dans ces grandes voilà, confrontations-là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut pas se réclamer socialiste en ne faisant rien de socialiste. C'est ça qui est terrible, c'est encore ce mensonge devant lesquels des fois les gens Oui, non, mais croient. c'est ça, c'est-à-dire que le socialisme en tant qu'idée a été créé à une certaine époque. Est-ce qu'aujourd'hui le socialisme Oui, peut c'est- encore c'est centenaire. Non, C'est pour on ça dit- que on dit Hollande a été que- honnête en disant je suis social-démocrate. Voilà. Oui, non, mais au départ, voilà, le fait de s'appeler parti socialiste, trucs comme ça. Enfin, quand il y a eu la primaire, on insistait bien sur le côté socialiste, non pas social-démocrate. Voilà, c'est ça le glissement, là qui est déontologique pour le coup, parce que on est vraiment dans la science du discours, du parler, de fait de dire des choses, et au final on les applique pas. On dit qu'il va être, ce gouvernement, comme disait Valls, il est de gauche, il est fier de l'être. Bon, il est de gauche, certes, mais Il est bon, de gauche actuelle. il est de gauche actuelle, voilà. Donc faut aussi préciser ces nouvelles formes d'idéologie là. Je vois Baptiste qui Qui s'énerve là, il en peut plus. et on va le laisser répondre, mais juste rappeler effectivement que et ça a été entendu dans les médias, et c'est pas faux quand on s'est intéressé à la campagne présidentielle à l'époque, de se rendre compte que finalement François Hollande est davantage sur sa ligne politique aujourd'hui qu'il ne l'a été durant la campagne, où il a dû rassembler à la fois le Parti Socialiste et toute la gauche de France pour essayer de faire le score le plus important, ce qui l'a mené au pouvoir, et finalement effectivement de rassembler la gauche de la gauche et tout le monde, et finalement de s'opposer à Nicolas Sarkozy, sinon il n'y avait aucun intérêt de voter pour lui s'il ne s'opposait pas à Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse Oui, c'est pour ça que je Une bouillonnais petite pas, réaction. parce que je suis plutôt, je suis d'accord avec Marc, et pour poursuivre l'analyse, c'est vrai que voilà, on voit que je parle bien donc pour la France, et même dans les, j'ai l'impression dans la majeure partie des pays qu'on peut appeler occidentaux, souvent il y a 2 ou 3 partis qui se partagent le pouvoir et qui alternent. Et c'est vrai qu'on voit que de plus en plus les divergences entre ces différents partis, notamment en France avec les 2 grands, peu importe leur nom. Depuis une trentaine d'années, on voit que finalement les divergences, notamment sociales, se réduisent fortement, voire c'est à se demander s'il y en a encore. Et je crois que maintenant les seules divergences qu'il y a se font sur des petites querelles sociétales. Et finalement, voilà. Après, ce qu'il faut se demander au-delà de ça, c'est finalement est-ce qu'on est en accord avec ça, ou est-ce qu'on pense que justement la démocratie, sans la remettre en cause, est fortement pervertie? C'est surtout ça la question. Et finalement, est-ce qu'on n'écoute plus, est-ce qu'on n'écoute pas du tout, et est-ce que certaines formes, après l'expression est forte, mais de dictature de la pensée s'est mise en place, et est-ce qu'il faut vraiment s'apeurer là est la question, et de voir si voilà finalement c'est question de curseur aussi, voilà, un mot que j'ai beaucoup employé apparemment cette semaine. Non, mais donc voilà, est-ce que voir finalement analyser à quel point la démocratie est pervertie, et se demander si finalement certaines questions sociales doivent être remises sur le terrain du débat, et notamment des questions que d'autres finalement partis plus à l'extrême revendiquent, et c'est là finalement ce qui fait toute la différence. Après, je parle vraiment au niveau intérieur, parce que je pense que au niveau européen, je pense que les dirigeants pourraient prendre des
des réelles directions qui finalement feraient leurs caractéristiques. Et je pense que à ce niveau-là, Hollande a finalement le pouvoir, et puisqu'il est à la tête de l'État, a le pouvoir d'impacter réellement et finalement de démontrer toute, on va dire, toute cette différence avec son prédécesseur ou avec ceux qui lui succéderont, parce que je pense que voilà, il manque encore une vraie définition de la politique et du positionnement surtout français à l'égard de l'Europe, et je pense que c'est là où il doit se caractériser, parce que finalement je pense que peu importe, enfin, c'est ce que j'ai l'impression, peu importe finalement la personne, qu'elle vienne du Parti Socialiste ou de l'UMP maintenant en France, je pense que les directions et les lignes en politique intérieure sur le plan social sont très très similaires. Et je pense que la caractéristique principale enfin, je pense que l'effort de différence peut se faire notamment à ce niveau sur l'Europe, et justement ça impactera après justement sur la politique intérieure comme on sait, et donc je pense que cette différence peut se faire là. Après, quand je parlais justement de moi de prendre en compte certaines choses, je mettais pas un avis. Notamment sur les questions, sur les questionnements que posent certains partis d'extrême, que ce soit gauche ou droite. Je ne mettais pas un avis, mais je me demandais juste si à quel point on pense que la démocratie est pervertie du fait que finalement une même pensée est au pouvoir alternativement, même si au niveau de la forme il y a une alternative, mais finalement il y a une alternance, je veux dire, mais au niveau du fond pas beaucoup. Et si on revient à la question, je suis en train de lire un bouquin en ce moment, on en vient à la question, voilà, de cette taxation toujours de populistes de certains partis notamment, et je suis en train de lire un bouquin très intéressant, et ça montre aussi que finalement au fond, je pense, et c'est ma pensée juste pour finir, qu'il y a une forme quand même aussi, on assiste à une petite forme je dis pas que voilà, c'est apeurant, et ça dépend justement aussi où on se situe, mais je pense qu'il y a certaines questions fondamentales que nos dirigeants essaient d'éviter, et parce que finalement voilà, ils ont une certaine vision uniforme et une certaine forme de dictature idéologique qui s'est mis en place, et je pense que certaines questions qui apparaissent extrêmes maintenant, tu vois, c'est peut-être un peu long. Non, c'est bon ça. Et disons qu'il y a certaines formes chez certaines pensées de certains partis d'extrême qu'on taxe directement d'impensables et justement de populistes. Et je pense qu'on devrait réfléchir là-dessus, parce que c'est vrai que certaines pensées on fait penser aux gens que certaines pensées sont impensables, alors que peut-être que ce sont de vrais questionnements, et qu'elles ont peut-être le droit d'être dans le débat central. Voilà. Merci pour cette analyse. As-tu la référence du livre que tu lis en ce moment? Oui, Chantal Delsol, le populisme et la figure de l'idiot. Voilà, pour que nos éditeurs puissent éventuellement s'y intéresser. Raphaël, tu souhaitais réagir? Ouais, je vais essayer de reprendre rapidement un peu tous les points qui ont été abordés. Déjà, le débat autour des 4% d'annexation des charges des charges sur les entreprises. La question c'est qu'est-ce que vont en faire les entreprises, parce que le fait est que l'État ne va pas les contraindre à les réutiliser d'une certaine manière. Oui, c'est ce qui est sorti effectivement du débat, c'est-à-dire la difficulté de savoir comment est-ce qu'on va... Voilà, c'est-à-dire que les entreprises seront libres soit d'augmenter leurs profits et leurs bénéfices, soit d'augmenter les salaires, ou soit de créer plus d'emplois, mais c'est vrai que vu comme ça, pour la création d'emplois, 4%, moi je sais pas, si tu veux, si au nom d'une certaine morale laïque, enfin d'une certaine morale chrétienne, ça va entraîner des créations d'emplois. Parce que quand t'as la possibilité d'avoir plus de profit, je sais pas vers quoi ça va tendre. Concernant Et puis ça va dépendre, il y aura pas une généralité. Oui, finalement. voilà, c'est ça, c'est qu'il y aura du cas par cas, des PME, des grosses entreprises, ça va être très différent à chaque fois. Concernant le socialisme et le virage vers la social-démocratie, je pense que Hollande a beaucoup pâti de l'image du socialisme en France. Globalement, je pense qu'il y a eu, dès qu'il est arrivé au pouvoir, en fait, avant le président normal, c'était très bien, et dès qu'il est arrivé, le socialisme, c'était pas bien, c'était utopique, c'est la crise, on peut pas faire ça c'est infaisable. En fait, à chaque idée, des gens qui n'y connaissaient rien en économie, je les entendais parler de trucs qui étaient soi-disant infaisables, alors qu'ils n'en savaient rien. Ils ne connaissent pas le budget de l'État, ils ne savent pas comment on l'utilise, enfin, ils connaissent pas les processus. Et à partir de là, moi, ça me dérange d'entendre des jugements sur des sujets qui sont pas maîtrisés. Donc je pense que
Hollande a aussi fait ça pour, entre guillemets, redorer un peu son image auprès d'un électorat qui était habitué à avoir l'UMP au pouvoir depuis 10 ans, à avoir une politique qui mettait en avant les entreprises, tout ça. Il peut pas faire autrement. La politique aujourd'hui, elle est mondialisée. Il est obligé de faire en fonction de la conjoncture qui est européenne. À des paroles et des actes, d'ailleurs, il y a eu un débat, je sais pas si vous avez regardé, il y a eu notamment le PDG de Leclerc, Monsieur Leclerc, et des patrons de PME, et qui te prenaient comme exemple en disant, mais regardez à l'extérieur comment c'est, nous, on peut pas continuer comme ça, on nous demande sans cesse de baisser les prix, il faut être compétitif. Donc je pense qu'il faut trouver aussi la juste mesure. Je pense que de toute façon, le socialisme des années 20, il faut l'enterrer. Aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe dans le monde et à la dominance du système capital libéral, tu peux pas faire abstraction de tout ça. Et pour finir, par rapport à l'Europe, Hollande, je trouve que, pour répondre à Baptiste, il essaie quand même de jouer ce rôle au niveau européen je dirais novateur, ou en tout cas d'apporter quelque chose de frais. Il avait proposé... Il a réaffirmé le couple franco-allemand, là. Et déjà, il a réaffirmé le couple franco-allemand, qui est une manière un peu détournée de dire, regardez, nous on n'est pas avec la Grèce, le Portugal, l'Espagne, toutes les économies un peu descendantes, on est avec l'Allemagne, on fait partie des leaders. Il refait du Sarkozy quand même, là. Bah, il le rejoint de nouveau, puisque... Je sais pas si il va avec l'Allemagne, mais en même temps, l'Allemagne, maintenant, il y a le SPD qui est au gouvernement, donc il y a aussi des changements qui ont été effectués. Je sais pas s'il aurait fait ce pas en avant si c'était encore la CDU de Merkel au pouvoir toute seule. Je pense que l'arrivée du SPD a changé les choses. Et concernant l'Europe, on avait vu Hollande, il avait proposé, il me semble, une armée européenne, enfin un système de défense européen commun qui a été refusé par certaines entités européennes. Et donc tu vois quand même qu'il essaie de proposer des choses et qu'il essaie d'aller vers l'avant. Pardon. Oui. Baptiste, pour te répondre. Non, oui, en fait, je parlais d'Europe et dans le sens finalement que voilà, je rejoins un petit peu ce que tu disais par rapport à Sarkozy, c'est que finalement voilà, peut-être même qu'il avait affirmé, il avait démarré avec des prises de position qui pouvaient diverger de Sarkozy, mais maintenant voilà, justement, il repart, il est très souvent, et c'est ce qu'on lui reproche, mais moi c'est la vision que j'ai aussi sur la question de l'Europe d'Hollande, c'est que il est voilà, et après c'est très difficile de faire, enfin c'est facilement critiquable aussi, mais c'est vrai que cet aspect très consensuel toujours ça, c'est que je le reproche un petit peu d'avoir cette vision plutôt à court terme. Alors je sais bien, c'est très difficile et ça risque et commencer voilà une vraie direction, de prendre une vraie direction et de vraies réformes structurelles et des choses qui peuvent réellement impacter. Ça fait peut-être au début sur le très court terme peut-être beaucoup de mécontents, mais c'est ce que je reproche un petit peu aussi à nos figures politiques maintenant, c'est peut-être de ne pas prendre une direction claire et de s'en tenir contre vents et marées, peut-être pas contre vents et marées, mais contre pas mal aussi de critiques. C'est ce que je lui reproche. En même temps, aussi. il a 5 ans pour se projeter, c'est-à-dire qu'il faut aussi qu'il fasse en fonction d'un potentiel deuxième mandat. Ouais, mais on est déjà quand même à la moitié de son mandat. Il a déjà finalement pris deux directions parce que comme on l'a vu, finalement il s'est écarté un petit peu de la politique sarkozyste et finalement là maintenant il réaffirme le coup franco-allemand. Ce que je lui reproche, c'est un petit peu ça, c'est qu'à un moment donné, voilà qu'il arrête un petit peu de faire de la communication peut-être tout simplement. De nous démontrer qu'il veut plaire à tout le monde. Moi je demande pas à ce qu'il finalement maintenant je comprends, je lui demande aussi qui se caractérise par une vraie vision, et peu importe qu'elle soit la bonne ou pas, mais qui prenne une direction. Est-ce que c'est ça aussi, c'est comme ça aussi qu'on retient, je pense, les grands hommes politiques, c'est par leur capacité à voir un petit peu plus loin, même si je suis d'accord que l'homme politique n'est pas un chercheur et n'est pas un théoricien et qui n'a pas le temps de voir à long terme, mais qui doit travailler dans l'urgence. Mais un grand homme politique, c'est aussi voir quand même l'avenir avec un certain recul. Marc souhaitait te répondre, effectivement. Je répondrai à ce qu'a dit Baptiste, et aussi à Raph en même temps. On dit justement, il faut qu'il prenne ses positions, il faut qu'il s'affirme dans ses discours, dans ses prises de parole, dans son idéologie, mais bon, je pense que l'idéologie, encore une fois, elle est morte. Et le problème il a son idéologie.
Oui, non, mais l'idéologie, je veux dire, pour moi, Tu l'idéologie. parles de l'idéologie de base du socialisme. Voilà, mais aller même plus loin que ça, parce que je pense qu'une idéologie peut changer, mais peut pas complètement détourner. Si on arrive à quelque chose de socialiste pour arriver vers du libéralisme, une certaine forme de libéralisme, pas du libéralisme très très affirmé non plus, mais on en prend le chemin. Et aujourd'hui, c'est vraiment, comme on dit, les discours ne sont pas clairs. Mais pourquoi ils sont pas clairs? Parce qu'aujourd'hui, on peut pas prendre de décisions importantes parce que il y a des verrous partout. Il y a des verrous partout. Il y a la dette qui nous empêche. Alors voilà, on va pas refaire un discours sur la dette, on l'a déjà fait. Mais il y a la dette. 5 minutes Maxime, nous t'écoutons. Voilà, non, mais il y a la dette qui nous empêche de faire un petit peu ce qu'on veut. On n'a pas aussi tous les pouvoirs en France avec l'Europe. Alors on est pour, on n'est pas pour. C'est voilà, on n'a pas une liberté politique, d'action politique plutôt. Je devrais plutôt dire ça, parce qu'on est dans un monde européen et plus largement on est mondialisé. sur voilà, mondialisé. Et on peut pas du coup avoir de discours clairs, c'est malheureux. Et on est dans cet effet du coup de masse, de vulgarisation du discours politique. On sait pas vraiment où il veut aller, on se dit il va faire ça puis finalement il fait ça. Alors ce qui fait un peu penser, voilà, à la espèce de dire à des gens, à une masse, voilà, on a l'impression qu'il y a le politique d'un côté et la masse de l'autre. Je dis, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on leur dise des choses, sans forcément dire ce qu'on va faire. Mais voilà, mais je pense que, voilà, et pas que l'Europe, et pas que, voilà, la logique de la dette non plus, mais on est dans un monde où, voilà, sans argent on peut pas faire grand chose. Avec le poids du privé, le poids des entreprises qui font tourner l'économie, on peut pas faire n'importe quoi non plus. Ça s'est retrouvé dans le temps et ça s'est encore plus affirmé aujourd'hui. Et maintenant les entreprises ont le choix de partir ou le choix de pas partir. Donc tu me rappelleras Nicolas, et c'est vrai que la majorité sont des petites et moyennes entreprises, c'est vrai, mais elles font aussi vivre l'économie. Et voilà, et je pense qu'aujourd'hui on est là-dedans, ce qui veut dire que le discours politique, j'en termine, le discours politique aujourd'hui est vide politiquement, parce que des verrous, qu'ils soient économiques, politiques, sociaux, sont un petit peu partout, et on récolte aussi les politiques antérieures, c'est tout. Vous ne semblez pas particulièrement convaincu finalement que le président Hollande va réformer en profondeur comme il serait peut-être souhaitable de le faire, et finalement comme tout le monde le relaie. Pourtant, il propose quelques améliorations. Alors on l'a dit, le pacte de responsabilité des entreprises qui est censé relancer finalement l'économie de la part des entreprises, ou en tout cas de leur accorder un coup de pouce si au minimum. Et puis il a quelques idées, notamment pour réduire la dépense publique et finalement voir vers l'avenir. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, et notamment donc d'agir sur le territoire et d'agir sur le nombre de régions, le nombre de collectivités, réduire, on en a déjà discuté à l'époque, c'était un sujet qui, enfin, ça me tient toujours à cœur, mais je proposais ce genre de sujet, voilà. Aujourd'hui je pourrais pas parce que comme je n'interviens plus, personne ne serait calé sur le sujet. mais non, mais et Baptiste va me répondre dans quelques instants quand j'aurai posé la question. Mais effectivement, j'ai pas besoin de questions. Là. Non, tu n'as pas besoin de questions. Tu vas nous répondre sans question. Tu souhaites réagir directement. Je termine juste mon propos en disant qu'effectivement, il a proposé éventuellement de regrouper des régions pour donner un nouveau souffle aux régions et à leur politique. Certainement, et c'est déjà dans le cadre de la loi qui est en cours, qui a dû être approuvée, j'imagine, sur le fait de donner des compétences aux régions. Je n'ai pas regardé, peut-être qu'elle va être approuvée ou qu'elle n'est encore en discussion. Enfin, une nouvelle loi qui doit éviter la clause de compétence générale, c'est-à-dire que chaque collectivité choisit les politiques sur lesquelles elle veut agir. C'est ce qui se passe actuellement. Ça, c'est remis en cause, en tout cas dans les discussions. Et puis, autre axe, le développement des métropoles, c'est-à-dire de grandes villes. On pense notamment à Lille, à Lyon, à Marseille, à Paris, et que dans ces métropoles, c'est-à-dire dans ces forces, dans ces grandes villes et leur agglomération, c'est-à-dire toutes les villes qui les entourent, finalement, il y aurait la suppression des différentes compétences qu'ont les départements actuellement, et les départements se concentreraient sur la politique rurale, et on le sait, les départements sont beaucoup mieux identifiés dans les zones rurales aujourd'hui que dans les grandes villes, où les grandes villes, avec l'argent qu'elles génèrent et l'ensemble des pouvoirs qui y sont exercés, peuvent agir sur toutes les politiques dévouées actuellement officiellement au département, c'est-à-dire les politiques sociales notamment, et les collèges. Baptiste. Oui, tout à fait. C'est bien que tu parles justement de ce projet-là, parce que je pense que finalement, oui, moi j'attends de voir et impatiemment ce que compte faire justement Hollande avec cette proposition que je trouve de bon sens. Et un remix du rapport Balladur d'ailleurs de 2009. Oui. Ouais, c'est ça.
Et après d'ailleurs. Et j'attends justement par-delà finalement toutes les remparts institutionnels qu'il y a qui peuvent y avoir contre les réformes et contre les initiatives uniquement présidentielles. J'attends justement qu'il soit droit et qu'il soit clair de bout en bout dans sa vision et dans sa direction. C'est-à-dire que finalement voilà, il a entrepris ça. Et peu importe que finalement, il apporte dans le fond, mais je veux dire par rapport à lui-même et dans la critique que je peux faire à lui, il m'importe surtout que voilà, il s'impose et qu'il reste sur toute la ligne du début jusqu'à la fin, voilà, en accord avec sa proposition et qu'il la défende becs et ongles, voilà, parce que je pense que justement c'est au sein justement de la pensée social-démocrate, il peut y avoir, et au sein de ce concept-là, il peut y avoir tout de même de quelques idées comme ça et des réformes, des concepts qui peuvent quand même impacter fortement. Et je pense que voilà, quelque chose comme ça peut même caractériser complètement son mandat. Je pense que c'est une bonne proposition et j'attends de Hollande qu'il soit justement un vrai homme d'État digne de ce nom et plutôt fort, voilà. J'attends de lui de voir ça. Voilà, justement, c'est bien que tu en parles. Effectivement, qui passe aux actes. Et en plus de tout le volet territorial, effectivement, le volet simplification, réduire le nombre de normes, notamment moi qui suis en urbanisme, effectivement, dans tout le domaine de la construction, puisque ça prend beaucoup de temps, améliorer effectivement les rouages finalement de tout l'appareil d'État et des collectivités. C'est son ambition, y arrivera-t-il? Je pense que c'est une vieille ambition et que chacun y a voulu jusqu'à maintenant. Lui, en tout cas, ça fait plusieurs fois qu'il en parle. Ses ministres aussi, notamment Jean-Marc Ayrault, qui s'était peut-être un petit peu avancé sur la simplification. On va écouter la réaction de Marc, puis celle de Vincent. Marc, oui, vraiment, j'irai rapidement. C'est juste que quand on voit aujourd'hui qu'il y a quand même 36 000 communes, 101 départements, 27 régions, on est dans des chiffres. Tu as bien appris tes chiffres. Oui. Combien de métropoles? C'est resté quand même. Non, mais c'est resté quand même avec les années de géographie, ça commence à quand même à rentrer. Voilà, on a quand même ce qu'on le millefeuille administratif, millefeuille territorial ou administratif. Ouais. Et il y avait une phrase que j'ai lue dans Béatrice Gibelin qui était: la France possède un tiers des structures politico-juridiques d'Europe, de l'Europe des 15. Oui. Donc on est quand même quelque chose d'hallucinant, quoi. Tout ça comprend. Alors ça se comprend historiquement. J'ai pas envie, puis c'est vrai que je connais pas trop. Mais on a des constructions qui datent à peu près de la fin du 19e siècle et qui se sont retrouvées surtout après la Seconde Guerre mondiale, où voilà, les régions ont eu de la force, et après 82 la loi de décentralisation a fait que on a accordé du pouvoir aux régions, et puis après temps mal an, ça a fait que ça s'est développé. Heureusement qu'il va quand même y avoir quelque chose. Mais moi, ce qui me fait doucement rire, c'est que si on laisse au département l'organisation du rural, il va pas rester grand chose, parce que à mon avis, avec ce qui est de la politique agricole commune, la politique commune, c'est quand même un boulet. Mais on parle pas de laisser au département la gestion du rural, mais la gestion de la solidarité rurale, et notamment la gestion des aides du RSA, du transport des personnes handicapées et âgées, etc. Oui, c'est social, en gros, bien sûr, mais c'est ce qu'a déjà le département, mais qui, dans les villes, serait transféré à la métropole. Enfin, dans les grandes métropoles, serait transféré à l'intercommunalité plutôt qu'au département, puisque là, il y a une véritable superposition, a priori, des décisions, alors que les métropoles ont la capacité de prendre des décisions, et puis avec le transport urbain, il n'y a pas besoin de faire appel à l'organisation départementale. Voilà l'idée. Non, alors justement, ça m'éclaire un peu plus, et puis ça me conforte dans le choix que je viens de dire, c'est que heureusement qu'enfin on va peut-être avoir ça. Ça a été pensé très rapidement, je me souviens, par un chevènement qui avait essayé de regrouper avec les comités de communes d'agglomération, loi de 1999. Voilà, exact. Voilà, on a quand même commencé à faire ça, puis finalement, ce qui a peut-être justement que ça n'a pas marché, parce que les maires justement vont peut-être pas accepter d'abandonner, ou les préfets ou les chefs de département vont peut-être pas accepter qu'on fusionne, mais je crois que selon si on fusionne ou pas, il va y avoir des aides qui seront aussi, oui, il y aura des pénalités, des aides qui seront données. Ça, c'est évidemment, on utilise l'économie, vu que jusqu'à présent, quand on a incité tout simplement sans rien dire, ça n'a pas fonctionné, évidemment. Soit de regrouper les communes, soit de développer l'intercommunalité, qui avant que ce soit obligatoire se développait peu, et on sait que dans les villes du département
de Seine-et-Marne notamment, il y a des villes qui ne sont pas regroupées en intercommunalité et qu'il a fallu passer par les préfets pour que la carte intercommunale soit redessinée. Effectivement. Et d'ailleurs, juste, il n'a Oui. pas parlé des intercommunalités à fiscalité propre et à fiscalité enfin, Tu veux impropre. nous étaler ta Non, science mais est-ce que tu connais, non, mais tu connais ça, toi. Bien Et justement, je veux savoir, est-ce qu'il a Le dit quelque moment chose science. Là, non, mais si tu veux savoir, il n'a pas parlé des syndicats Voilà. à vocation multiple ou unique parce que ça n'a aucun intérêt. D'accord, mais c'est ça que je veux savoir parce que je pense que au bout d'un moment on arriverait à une fiscalité propre et je pense que c'est Nico l'enjeu t'a du dit que vrai. ça n'avait aucun intérêt. Non Non, mais je veux c'est dire, intéressant, c'est non mais intéressant. François Hollande ne s'est pas étendu puisqu'il s'agit là de syndicats Oui. notamment de gestion des ordures ménagères, etc. Il ne Oui, s'est oui. pas étendu sur le sujet, je crois. Enfin, je n'ai pas suivi toute la conférence de presse. Ah bah nous on a Vincent. fait de la géo. Ouais, Vincent. non, je reviendrai avec Marc sur le constat qu'il a fait parce que j'ai partagé un peu fait une licence de géographie comme lui avec une spécialité d'aménagement du territoire. Et ouais, c'est vrai que le gros problème en France, c'est qu'on a des échelons qui se croisent, qui s'entrecroisent, donc région, département, intercommunauté. Enfin, c'est un bordel monstre. Et donc c'est ça, on a eu des politiques de la ville et des politiques du territoire qui on va vraiment beaucoup varier en fonction des gouvernements et des présidents, ce qui fait que maintenant on se retrouve avec un puzzle monstre. Quoi. Donc il faudrait, je suis d'accord avec là où je reviens avec Baptiste, c'est qu'on aimerait bien avoir une politique claire et justement de simplification comme ça, mais il faudrait qu'elle soit peut-être même plus poussée, quoi. Parce qu'on a 36 000 communes, certes, on essaye d'imposer des intercommunalités, mais ça va pas résoudre. Comme tu disais toi-même, il y en a beaucoup qui sont pas rejoints dans le projet. Au-dessus, je crois qu'il y avait un projet de pays, je crois que ça s'appelle, au niveau culturel. Oui. J'avais vu ça. C'est pas Wallet qui avait créé ça d'ailleurs, les les pays, c'est Wallet, d'ailleurs, ouais. les pays précèdent finalement les communautés de communes, C'est ça, ouais, l'agglomération voilà. 95, les pays. urbaine. Les pays, et puis- 95, c'est 95. Les pays sont plus anciens, c'est Oui. une politique d'ailleurs plus rurale finalement, puisque ça concerne effectivement des zones un élément culturel sur entre des eux, là. éléments culturels, mais qui effectivement sont remis, enfin qui sont qui ont moins d'importance finalement. Marc, oui, justement. Non, mais je faisais juste la remarque que je viens de me remarquer que j'habite à Meaux et que des fois j'ai des trucs des poubelles qui a marqué pays de Meaux, oui. Tu viens de C'est dire que un c'était pour les syndicat. ruraux, Ah oui, donc oui, oui. bon, voilà, Oui, ça d'accord. commence. Oui, mais là, communauté c'est ça, oui, d'agglomération en dessous, donc en fait les deux peuvent voilà, juste ça. pour dire que ça peut se superposer Mais aussi. c'est la communauté d'agglomération du pays de Meaux, c'est C'est ça, voilà. parce qu'elle s'appelle comme ça. Voilà, c'est ça, voilà. Voilà, Donc tout les deux, simplement. mais les deux peuvent se lier, voilà, ce qu'avait- Ah, les deux mots, mais ça aussi, Voilà. ça joue de l'ambiguïté qui Voilà. existe évidemment. Exactement. Bien sûr. Donc, voilà. Voilà. Voilà, Nico. Voilà. D'autres réactions sur la simplification. Est-ce que finalement il ne faudrait pas un ministère de la simplification au-delà ou un Non, ministre délégué on hein parlait de cacophonie institutionnelle et de Un superposition peu et le paradoxe, ouais. enfin voilà, je veux dire, je veux bien. Finalement, il faut que chacun nettoie son ministère. On avait déjà un politique, je me rappelle, ça me fait penser à Monsieur Bernard Tapie, ancien politique de la ville fameux. Non, non, donc voilà pour te répondre, je pense pas qu'il faut Oui. rajouter un autre Mais ministère. avant de changer, voilà, faut faire changer d'abord les mentalités, parce que c'est Bah, surtout- c'est par la loi qu'on changera les mentalités, non? Oui, non, mais de toute façon, voilà, si les restrictions Par la loi, économiques on fait changer. sont fortement Il y a restrictives, un bouquin évidemment à qu'il y aura un lire, changement, mais ça ne pourra pas se faire. Et encore, moi j'attends de voir si quand on voudra mettre ça en place, j'attends de voir moi les révoltes des personnes concernées dans les échelles infralocales, régionales ou départementales. Quand ça changera, il va forcément y avoir des révoltes, c'est obligatoire. Alors s'il y en a, bah, je l'aurais dit. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. L'émission tire à sa fin, j'allais dire touche à sa fin plus précisément. Je crois que après nous, eh bien, il y aura l'émission Cinebdo présentée par l'illustre Robin. Je vais Alors pas- moi j'ai un sujet à proposer pour la semaine prochaine. Ah, En fait, il y a une Raphaël. actu qui vient de tomber. Enfin, qui vient de tomber. Je dis ça comme si vous attendez tous à quelque chose de génial. Oui, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Alors, Haribo a arrêté la commercialisation de bonbons noirs en Suède notamment et au Danemark parce que des associations avaient crié au racisme. Tu veux qu'on fasse une émission là-dessus? Et non, mais moi je pense Bah, moi, que je nous en préfère pas discutons. Non, mais moi, je préférais avant de parler de ça Un quand débat même. sur la lutte anti-racisme ou féministe ou justement les Ah, semaines, ouais. est-ce qu'ils desservent Ouais. leur cause ou D'accord, pas. ça serait pas mal. Et moi j'aurais quelques idées de personnes peut-être invitées ou à appeler, ça pourrait être intéressant. Ouais. Donc, Même Bon, bah, si, c'est bon, Nico. même Voilà. si, Au courant, mais on fait ça. Avant de parler de ça, moi j'aurais quand même préféré, enfin personnellement, que Parler qu'on des fa- bonbons. non, qu'on fasse Intercommunalité. un sujet sur Dieudonné parce que ça faisait quand même un bout de temps qu'on n'avait pas entendu parler. Donc on n'avait pas cité son nom pendant l'émission, je me suis senti obligé de le faire quand même. Donc voilà, c'est très gentil, c'était très ironique et j'espère que voilà. Ouais, Avec non, mais- juste ça, j'ai fait
passer ma pensée. En tout cas, je te remercie Baptiste parce que c'est le genre de choses que j'aurais été capable de faire auparavant quand j'étais à ta place. D'ailleurs, tu as pris ma place physiquement dans le studio et franchement, c'est le genre de vannes sur lesquelles Hugo se serait tué devant nous en tant que présentateur. Il aurait été là, il aurait dit pourquoi est-ce qu'il l'a fait celui-là. Bref, voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je sais plus où j'en étais. Moi, je disais au revoir à ce moment-là. Oui, je disais que dans un instant, a priori, il y avait peut-être Robin. Enfin, je crois. Il me Normalement, semble. oui. Voilà, Internet étant tellement lent, je n'ai pas accès au programme de l'émission, mais ça ne saurait tarder. En tout cas, vous pouvez réagir à cette émission sur les réseaux sociaux, politiquement incorrect sur Facebook et sur le site de la radio avec notre adresse mail, bien sûr, si vous voulez nous envoyer un petit mail. Et puis, participer à l'une de nos prochaines émissions, dont finalement Raphaël a donné le sujet dès maintenant. Et excuse-moi, on t'entend pas. C'est une proposition, on est en démocratie, Voilà. Il y aura un vote. Nous allons y réfléchir avec notre sérieux comité de rédaction personnel de l'émission. Non, effectivement, je n'ai pas d'article d'émission de Robin, donc je ne sais pas si, écoutez, restez sur Radio Rec, de toute façon, il y a de la jolie musique qui va passer, et puis on se retrouve la semaine prochaine, normalement. Nous ne parlerons certainement plus de la conférence de presse de François Hollande, qui a permis effectivement de mettre en lumière tous ses objectifs à cette année à venir, et nous aurons certainement l'occasion de reparler tout de même de différentes politiques menées par le gouvernement. Voilà. Merci beaucoup. Et comme disait Valéry Giscard d'Estaing, au revoir. Au revoir.